Bienvenue sur la chaîne Adventure Story. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons aborder le cours avancé sur les chaudières auxiliaires. Nous allons commencer et nous verrons tous les aspects liés aux chaudières. À la fin de ce cours, vous serez capable de gérer vos chaudières auxiliaires en mode avancé et vous comprendrez mieux comment le système fonctionne ainsi que les précautions à prendre pour éviter tout problème ou dysfonctionnement. À la fin, vous aurez une compréhension claire, vous serez capable de résoudre les problèmes et vous maximiserez la durée de vie de votre équipement sans rencontrer de soucis, sans interrompre le fonctionnement normal. Merci d'être ici et commençons rapidement, car beaucoup d'informations nous attendent. J'espère que vous apprécierez tout le matériel que j'ai rassemblé ces derniers mois, mais aujourd'hui est le jour où nous allons tout parcourir. Alors, commençons et voyons comment notre cours sera structuré. Tout d'abord, nous avons une belle image à droite de notre chaudière en fonctionnement. Tout va bien. Tout semble fonctionner de manière fluide et agréable. Donc, dès le premier jour, nous passerons en revue le système de la partie navire. Nous identifierons comment le système fonctionne, comment nous pouvons faire certains réglages, comment corriger certains problèmes, et ce à quoi j'ai moi-même été confronté. Nous verrons comment les tubes seront réparés. Nous verrons la séquence de la chaudière. Nous étudierons le réservoir de filtration d'alimentation et les courbes de performance. Le deuxième jour, nous approfondirons davantage les pompes d'alimentation, l'IGS, la partie mère elle-même et les procédures de purge. Le troisième jour, nous parlerons de l'allumage, des dommages à la chaudière, de quelques cas d'accident et du réglage du swiller. Le quatrième jour, ce sera le reset principal, le verrouillage MGO et l'étalonnage. Et nous aborderons le problème de la corrosion. Le cinquième jour, point important, unisub, brûleur, différence, point faible des schémas du système et fonctionnement de la chaudière. Je voudrais partager avec vous que j'ai exploité à la fois les chaudières Alborg et les chaudières Mitsubishi. J'ai identifié pour chacune d'elles des aspects positifs et négatifs. Mais c'est la partie cruciale, connaître son équipement, savoir où il est faible ou quels sont ses points forts. Et l'opérateur doit le savoir afin de connaître les capacités de son équipement. Passons à la suite. Commençons. Voyons une description générale du système, ce que nous avons, quels éléments et équipements sont installés dans la chaudière et parcourons tout cet équipement. Voyons cela. La première et la plus importante partie, c'est la sécurité du système de chaudière. Sans cela, nous ne pouvons pas faire fonctionner notre système en toute sécurité et nous ne pouvons pas compter uniquement sur l'opérateur. Donc, il y aura certains dispositifs qui nous protégeront, des appareils supplémentaires, au cas où l'opérateur ne remarquerait pas un point ou qu'un autre élément crucial surviendrait. Alors, examinons ces points et voyons à quel point ils sont importants. Tout d'abord, lorsque nous travaillons avec des chaudières, nous devons établir un permis de travail sous pression. Quoi que nous fassions, nous devons identifier si notre chaudière est sous pression ou non. C'est ce que nous apporte le permis de travail sous pression. Il y a une liste de contrôles et vous parcourez cette liste en vérifiant toutes les étapes. Et à la fin, après avoir identifié tous les problèmes et risques liés à la pression, vous pouvez effectuer votre travail en toute sécurité. Mais ce n'est pas toujours le cas,
Et c'est ainsi que nous remplirons ces listes de contrôle. Je vais vous dire que toutes les listes de contrôle ne permettent pas d'identifier certains dangers potentiels, car ces listes ont aussi été conçues pour des conditions idéales. Mais nous verrons cela, par la suite. Émossé à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre ainsi qu'un cours en ligne qui sont liés au pétrole brut et au lavage du pétrole brut. C'est un livre qui transmet les connaissances que j'ai accumulées, l'expertise et tout le savoir-faire nécessaire pour mener à bien les opérations de déchargement dans les meilleures conditions possibles, sans rencontrer de situations désagréables ni de réclamations supplémentaires. Cela rend votre travail beaucoup plus facile à bord du navire. Je crois vraiment au matériel de formation que j'ai créé, car tout cela a été validé et la méthodologie a été testée. Et cela apporte réellement de la valeur dès la première page que vous commencez à lire ce livre. Une autre chose aussi, pour mieux comprendre et acquérir une connaissance approfondie, c'est de rejoindre le cours en ligne que j'ai spécialement créé pour ce sujet, qui est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Le livre est facile à acheter sur Amazon et vous pouvez y accéder directement grâce au lien que je laisserai ci-dessous dans cette vidéo. Alors rejoignez-nous dès aujourd'hui et ouvrez les fenêtres et les opportunités devant vous de façon beaucoup plus simple et accessible. Le guide du lavage au pétrole brut, combiné avec le masterclass en ligne sur le lavage au pétrole brut, vous offrira un accompagnement pratique à travers toutes les étapes, depuis le début, en comprenant le comportement des molécules, de chaque type de brut, leurs caractéristiques, comment les manipuler, à quoi faire attention, comment résoudre les problèmes si quelque chose se produit, comment choisir les meilleurs programmes. Donc tout cela, c'est vraiment un voyage fantastique à travers le lavage au pétrole brut. Cela changera votre vision du pétrole brut et du déversement lui-même. Cela vous donnera l'avantage concurrentiel nécessaire pour rester à la pointe des connaissances. Et je vais partager avec vous avant de partir, parce que, oui, c'est mieux de partager ce moment. Sinon, on l'oubliera dans les quelqu'un dans le matériel en avant. Il vaut mieux le faire maintenant. Alors quand? Disons par exemple que si la liste de contrôle vous indique que vous devez vérifier ici la pression et que vous avez un manomètre quelque part ici, vous avez vérifié et qu'il n'y a aucune indication sur le manomètre. Mais êtes-vous absolument certain que votre manomètre indique la pression correcte ou que ce que vous lisez actuellement là est tout à fait exact et fiable? Vous ne pouvez donc pas compter sur une seule chose. Et avec l'expérience, vous verrez que vous serez capable d'identifier s'il y a de la pression à l'intérieur. Donc, disons par exemple que nous avons le manomètre ici. Il indique 0. Et sur la liste de contrôle aussi, la question est, est-ce que la pression de cet équipement est à 0? Vous répondez oui, parce que vous voyez le manomètre. Mais plus tard, lorsque vous ouvrez celui-là, il y a encore de la pression présente. Cela signifie donc que votre manomètre avait probablement un dommage ou un problème, ou bien que l'instrument ne fonctionne pas correctement. Il existe donc un autre moyen d'identifier cela. Alternative, c'est notre purge. Donc ce que nous faisons, c'est que nous regardons le manomètre, nous ouvrons la purge, nous laissons la purge ouverte et nous évacuons toute la pression. Mais si nous ouvrons la purge, comment pouvons-nous savoir que tout a bien été évacué et que notre purge n'est pas bouchée ou obstruée ou autre chose? Nous le verrons d'ici depuis l'entonnoir de drainage. Donc, lorsque nous ouvrons la purge, nous verrons que l'entonnoir fonctionne. Il y a de la vapeur qui sort. Et au début ici,
il vaut mieux le garder fermé pour ne pas être accidentellement aspergé par de la vapeur ou du liquide à haute température. S'il n'y a rien qui coule ici, cela signifie que votre purge est bouchée. Alors, que devez-vous faire? Encore une fois, vous n'êtes pas en sécurité. Mais vous penserez probablement qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur de la cuve. Mais il peut y avoir un bouchon dans la purge. Il peut y avoir un bouchon dans la conduite ici. Alors, que doit faire l'ingénieur ou l'officier responsable? Cela peut aussi bien être l'officier de pont, l'officier mécanicien ou n'importe quel opérateur travaillant dans les terminaux ou dans les usines. Et il y a autre chose que vous pouvez faire, car ce système ici. Et c'est ce qui est vraiment important, c'est que l'opérateur connaisse le système, sache comment il est connecté. Donc cette conduite ici et celle-ci, elles vont dans le même espace. Et vous avez probablement aussi ici un manomètre et aussi une autre purge. Donc vous pouvez le purger à partir d'ici. Donc, au cas où vous auriez un bouchon ici, vous pouvez le purger ici et voir si ça refonctionne. Donc, d'une certaine manière, vous avez déjà effectué une double vérification et en plus, vous éliminez et vous réduisez ainsi le risque. Mais le permis de travail sous pression, qui est ici, ne vous dira jamais que vous devez faire cela. Cela vous aidera, votre expérience et la connaissance approfondie du système. Alors, passons à l'évaluation des risques. L'évaluation des risques est l'étape suivante. Vous allez identifier tous les dangers et ensuite, vous prendrez une décision appropriée sur la façon de poursuivre votre travail. En réduisant les risques et en les minimisant, vous pourrez travailler en toute sécurité. Une autre chose que vous devriez faire avec votre équipe, et c'est ainsi que les gens devraient travailler à bord, ils devraient vraiment se sentir comme une équipe où chacun peut compter sur les autres, et dans tous les cas, ils peuvent se demander mutuellement, si je fais ça, quel est ton avis? Est-ce que ce sera une bonne solution? Ou bien, j'ai déjà réfléchi à un plan. Si on fait ça, à quoi peut-on s'attendre et comment peut-on l'améliorer? Voilà comment fonctionne une équipe, et dans tout cela, c'est vraiment, vraiment nécessaire parce que nous avons des températures élevées, des pressions élevées. Nous avons aussi beaucoup d'instrumentation, il peut aussi y avoir des câbles électriques associés. Il peut aussi y avoir certains endroits difficiles d'accès. Tous ces éléments doivent être identifiés et discutés avec l'équipe. C'est pourquoi, dans tous les travaux associés à ces éléments et à cet équipement, il y a un travail d'équipe qui va réfléchir au plan, établir un plan, puis ensuite, réaliser l'opération de maintenance ou une opération de nettoyage, et quel que soit l'équipement que nous utilisons, il doit être approprié. Nous n'utiliserons pas de lampes qui sont en mauvais état, Nous n'utiliserons pas de matériel ni de pays qui ne sont pas adaptés. Donc, nous cherchons toujours à nous améliorer dans tous les domaines et c'est ce qui rend la sécurité globale suffisamment élevée pour que vous puissiez aussi apprécier votre travail, car vous savez que vous êtes protégé, en sécurité et que vos collègues sont toujours là pour vous soutenir. Réduisez la pression à 0 lorsque vous faites du nettoyage, de la maintenance ou des vérifications et ne comptez pas toujours sur le fait que quelqu'un l'a vérifié pour vous. Faites aussi vos propres vérifications, faites également un double contrôle avant de faire quoi que ce soit. Alors,
Quelle est la prochaine étape? Isoler le système afin de ne pas avoir de risque provenant d'une autre chaudière qui pourrait potentiellement être sous pression. Lorsque nous travaillons sur une chaudière ici, et comme nous le savons, le système de chaudière est étroitement lié aux conduites et une chaudière à une autre, il y a des vannes de séparation qui vont supporter la pression et agir comme des clapets anti-retour, mais ne comptez pas toujours sur le fait que le clapet anti-retour soit fermé ou fonctionne correctement. Donc, lorsque vous dépressurisez une chaudière et que l'autre est sous pression, assurez-vous d'avoir également et complètement isolé l'autre chaudière, afin qu'aucune pression indésirable ne puisse passer d'une chaudière à l'autre, car cela pourrait potentiellement provoquer une situation d'urgence imprévisible et très dangereuse. Break time égale 0.5 s. Il est crucial de toujours vérifier et revérifier ces procédures de sécurité pour éviter tout incident. Ce que je veux dire, c'est que si vous dépressurisez cette chaudière ici, il y a une conduite en bas, qui est la conduite principale, et les deux chaudières y sont connectées. Seule une soupape de non-retour et la vanne principale de vapeur vous protègent d'un contact, avec la vapeur. Donc, seulement deux vannes protègent votre vie, et vous devez vous assurer qu'elles sont verrouillées et qu'il n'y a aucune pression. Soyez-en absolument certain. Vérifiez toujours qu'elle fonctionne, car la soupape de non-retour peut aussi se bloquer et rester dans une seule position. De plus, ces vannes doivent être inspectées pendant l'arrêt technique pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Examinez toute la tuyauterie du système qui pourrait être affectée par vos interventions. Eh bien, cela signifie que vous devez vérifier certaines canalisations qui sont liées à vos activités, comment vous allez procéder, ce que vous allez retirer et comment cela va affecter le fonctionnement global du navire. Et lorsqu'on travaille avec les chaudières, on parle de haute température, et même si la chaudière est dépressurisée après 1 ou 2 heures. La température et la chaleur restent encore présentes dans les matériaux et la tuyauterie métallique. Donc, laissez la chaudière refroidir. Laissez la chaudière refroidir pendant 1 ou 2 jours, puis ensuite procédez aux vérifications, puis ouvrez légèrement les purges, vérifiez, isolez tout. Ouvrez la vanne de ventilation ici en haut et vérifiez si tout est bien dépressurisé, refroidi. Comme ces chaudières accumulent une quantité énorme de chaleur et d'énergie thermique à l'intérieur, on parle de milliers de kilojoules stockés dans cet équipement. Ce n'est pas un petit équipement. C'est vraiment énorme. C'est une production de 40 000 kg de vapeur par heure, donc on parle d'une grande quantité d'eau et de vapeur. Toujours, avant d'entrer dans la chaudière, mesurez l'atmosphère et les personnes impliquées doivent aussi avoir des détecteurs portatifs qui surveillent en permanence l'atmosphère à l'intérieur. Il faut toujours effectuer des mesures et toujours établir un permis d'entrée en espace confiné, car dans les chaudières, il peut se former une atmosphère particulière à cause des combustibles, de l'injection des carburants. Et si nous avons aussi un brûleur qui ne fonctionne pas correctement, cela signifie que le carburant va tomber et ce carburant, ou le diesel, peut créer un danger supplémentaire pour l'atmosphère et générer une atmosphère explosive. Faites attention, il y a beaucoup de surface chaude à l'extérieur et à l'intérieur de la chaudière, et il faut toujours établir un plan d'évacuation et informer une seule personne. Une personne surveille toujours à l'extérieur la personne qui se trouve à l'intérieur. La lampe qui sera utilisée doit être de type fermé et, elle doit avoir une spécification indiquant qu'il s'agit d'une lampe antidéflagrante, donc elle ne produira aucune étincelle,
au cas où il y aurait des gaz présents. Voyons donc l'étape suivante. Donc, en cas d'urgence, les indicateurs de niveau d'eau sont vraiment importants. Donc, si notre système de mesure du niveau de la chaudière a un problème et que nous ne pouvons pas identifier correctement le niveau de la chaudière parce que de l'air peut entrer dans le système de mesure, alors nous obtiendrons une lecture qui n'est pas appropriée. Et ce que nous faisons à ce moment-là, c'est que nous allons directement à l'indicateur local du niveau d'eau de la chaudière et nous vérifions le niveau d'eau à partir de là. C'est pourquoi il est vraiment important de maintenir les indicateurs de niveau d'eau en bon état afin que nous puissions identifier correctement le niveau d'eau de la chaudière et en cas d'urgence, nous sachions exactement quel est le niveau de la chaudière. Parce que si nous le faisons trop haut, si nous le faisons dépasser peu ce qu'il faut, nous risquons d'endommager le système si certaines turbines sont en marche, car toute l'eau passera dans le système et atteindra probablement la turbine. Donc, c'est le trop-plein de la chaudière. Et si le niveau d'eau est trop bas à l'intérieur de la chaudière, ce qui pourrait arriver, c'est un dommage structurel de l'eau. Excusez-moi. Parce que les tubes seront exposés à une chaleur excessive et les tubes seront déformés. Donc, dans ces cas-là, il faut aussi, s'assurer que nos systèmes d'arrêt fonctionnent correctement, que l'alimentation en combustible sera coupée. Et dans le cas où cela ne fonctionne pas ou si quelque chose tourne mal, il vaut mieux arrêter la chaudière plutôt que d'attendre, d'observer et d'essayer d'identifier ce qui se passe, car nous n'avons pas une vue claire de la chaudière ni de ce qui s'y passe. Passons en revue les règles. Règle numéro 1, évitez de solliciter votre chaudière de manière excessive, comme nous l'avons expliqué au début, en ajoutant de l'eau froide trop rapidement ou en laissant le niveau d'eau devenir trop bas ou trop élevé. Essayez autant que possible de ne pas introduire une grande quantité d'eau dans la chaudière afin de ne pas stresser le matériau. Règle numéro 2, gardez tous les systèmes de surveillance en bon état de fonctionnement, c'est-à-dire, le système qui contrôle le niveau via le système de contrôle automatique, ainsi que les indications, qui sont transmises à la salle de contrôle des machines, ainsi que les manomètres locaux, les indicateurs de niveau d'eau. C'est votre dernière barrière pour surveiller le niveau d'eau de la chaudière. Règle numéro 3, testez fréquemment les soupapes de sécurité, les alarmes et les dispositifs d'arrêt d'urgence. Donc, c'est votre dernière barrière pour votre sécurité et c'est ce qui vous sauvera de la surpression, de la surchauffe et vous donnera un signal pour que vous puissiez identifier qu'il y a un problème. C'est vraiment très important, ne comptez absolument pas sur la chance et n'essayez surtout pas de jouer avec votre propre chance, parce qu'il y aura inévitablement un moment où la chance ne vous aidera plus du tout, absolument plus du tout. Assurez-vous donc que votre système fonctionne, que vos alarmes fonctionnent correctement, que tous les indicateurs sont justes et essayez toujours de les tester et de vérifier que tout marche bien. Ne comptez pas sur votre chance ou sur le fait que vous ferez votre voyage de 3 ou 5 mois sans aucun problème, puis que vous débarquerez et qu'un autre équipage prendra la relève. J'ai vu que des choses arrivent à bord. Certaines personnes montent vraiment à bord pour 4 ou 5 mois, ils ne testent rien, et quand l'autre équipage arrive pour les remplacer, ils rencontrent beaucoup de problèmes, ils subissent beaucoup de dégâts, certaines choses ne fonctionnent pas, et ça, c'est vraiment pas professionnel. La première chose qu'il vaut mieux faire, et j'en parle toujours, c'est que les personnes impliquées dans ce genre d'opération et avec ce type d'équipement doivent toujours tout noter et expliquer à leurs collègues. Donc, quand vous faites la passation,
Dites exactement quels sont les problèmes, ce à quoi nous devons faire face, ce que nous devons améliorer. Et vraiment, si vous ne réparez pas quelque chose, il ne se passe rien de grave, mais informez simplement l'équipe suivante que nous avons ce problème et qu'il doit être résolu. Faites attention à cela, car il faut être prudent et conscient que c'est en cours et que c'est ainsi que nous allons le régler. Ou qu'il est nécessaire de le réparer. Et souvenez-vous toujours que vous travaillez en équipe. Alors, passons à un autre, matériel. Effectuer des purges de fond et des purges d'écume. Il y a des purges de fond et des purges par le haut. Donc, chaque purge a son effet. Ainsi, la purge d'écume, qui se fait par le haut, enlève toutes les impuretés de surface, et la purge de fond élimine les sédiments lourds et la boue. C'est la raison pour laquelle on fait celle-ci. La purge d'écume par le haut sera effectuée lorsque la chaudière est en marche. Donc, pendant le fonctionnement de la chaudière, il y aura de la vapeur produite et toutes ces impuretés vont, s'envoler de la surface vers la ligne de purge d'écume, puis ensuite, être évacuées par-dessus bord.